Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous ai montré le montage de la première partie du chenillard. Nous y avons vu la liste des composants, le schéma d'implantation, la réalisation du montage et nous avons mis le circuit sous tension afin de l'essayer. Aujourd'hui, je vais tester un autre format de vidéo, plus long que d'habitude, en expliquant le fonctionnement tout en combinant le montage de la deuxième partie. Voici le montage du chenillard une fois fini. Ici, un deuxième CD 4017 est utilisé. Celui-ci est câblé de la même façon que le premier, soit en compteur avec un signal d'horloge sur front montant. Chaque sortie est reliée à une LED rouge. Là aussi, le second CD 4017 peut être mis à 0 par l'intermédiaire du bouton poussoir. Afin de terminer le circuit du chenillard, nous aurons besoin des éléments suivants. Un circuit intégré CD 4017, une résistance dont la valeur dépend de sa tolérance de soit 2,7 kΩ à 5% dont les anneaux sont rouge, violet, rouge, or, soit une résistance de 2,49 kΩ à 1% dont les anneaux sont rouge, jaune, blanc, marron, marron. On aura besoin d'un condensateur de 100 nanofarad céramique ou plastique, 10 LED rouges de 3 mm de diamètre et des fils de câblage. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour. Comme le montre celui-ci, j'utilise des LED rouges pour visualiser les sorties du second CD 4017. Au moment de la mise sous tension, rien ne change quant au fonctionnement du NE555 et du premier CD 4017. Ainsi, intéressons-nous de plus près au CD 4017 de droite. Cette partie a une petite particularité. En effet, regardons de plus près l'entrée d'horloge qui est la broche 14 du second CD 4017. Le signal d'horloge ne provient plus cette fois du NE555. Par conséquent, ce circuit exploite une broche du CD 4017 dont je n'ai pas encore parlé. La sortie Carry Out, qui est la broche 12 du premier CD 4017, est reliée à l'entrée d'horloge du second. Cette sortie envoie des impulsions dont la fréquence est divisée par 10. Par exemple, on envoie un signal d'horloge avec une fréquence de 10 Hz sur la broche 14 d'un CD 4017. La broche 12 de celui-ci délivre alors un signal de 1 Hz. Ainsi, on commence à comprendre pourquoi le CD 4017 est un compteur diviseur décimal. Revenons à notre schéma. Nous avons vu que le signal d'horloge du second CD 4017 est divisé par 10 par rapport à celui du premier. Par conséquent, les LED rouges défilent plus lentement que les LED bleues. Aussi, il incrémente ses sorties lorsque la dernière LED bleue est allumée. Par conséquent, on peut s'imaginer que les LED bleues sont les unités et les LED rouges les dizaines. Regardons à présent l'entrée reset qui est la broche 15 du circuit intégré. Celle-ci est reliée à l'entrée reset de l'autre CD 4017. Ainsi, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, les deux CD 4017 sont remis à 0. Observons le schéma d'implantation. Sur celui-ci, nous retrouvons notre nouveau CD 4017, notre condensateur de découplage, notre résistance de 2,7 kΩ, ainsi que nos LED rouges. À présent, je vais monter petit à petit le circuit tout en essayant de vous expliquer le comportement de celui-ci. Commençons par placer le second CD 4017 sur la platine d'expérimentation. On relie la broche 16 à la tension d'alimentation VCC et les broches 8 et 13 à la masse. On n'oublie pas de relier un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad entre la broche 16 et la masse. Ensuite, relions l'entrée d'horloge, soit la broche 14, à la sortie Carry Out, soit la broche 12 du premier CD 4017. Pour terminer,
on relie ensemble l'entrée reset des deux CD 4017. À présent, nous pouvons déjà observer le comportement de ce circuit. Ainsi, calculons la fréquence du signal d'horloge du second CD 4017. Comme nous l'avons vu dans la vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement de la première partie de ce circuit, le signal d'horloge du premier CD 4017 a une fréquence d'environ 4,5 Hz lorsque le potentiomètre est à sa valeur maximale et environ 12 Hz lorsqu'il est à sa valeur minimale. Comme le CD 4017 est un compteur diviseur décimal, la fréquence du signal d'horloge du second CD 4017 est divisée par 10 par rapport à celui du premier CD 4017. Aussi, on peut diviser par n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 10. Par exemple, en reliant la sixième sortie soit Q5 à l'entrée reset soit de la broche 15, la division sera par 5. Dans notre cas, elle est de 10. Voici comment j'ai calculé la fréquence du signal d'horloge du second CD 4017. F2 est égal à F1 divisé par 10, où F2 est la fréquence du signal d'horloge du second CD 4017, F1 est la fréquence du signal d'horloge du premier CD 4017, et 10 est la valeur par laquelle le premier CD 4017 divise. Calculons la fréquence du signal d'horloge lorsque la valeur du potentiomètre est à sa valeur maximale. F2 est égal à F1 divisé par 10, soit 4,5 divisé par 10, ce qui donne une fréquence du signal d'horloge du second CD 4017 d'environ 450 mHz lorsque la valeur du potentiomètre est à sa valeur maximale. Calculons la fréquence du signal d'horloge lorsque la valeur du potentiomètre est à sa valeur minimale. Donc F2 est égal à F1 divisé par 10, soit 12 divisé par 10, ce qui donne une fréquence du signal d'horloge du second CD 4017 d'environ 1,2 Hz lorsque la valeur du potentiomètre est à sa valeur minimale. À présent, vérifions le résultat à l'oscilloscope. Pour cela, je relève les signaux au niveau des entrées d'horloge des deux CD 4017. On commence par relier le commun des deux sondes qui est le fil noir à la masse. Ensuite, j'utilise une sonde, par exemple la bleue, pour relever le signal au niveau de la broche 14 du premier CD 4017 et l'autre sonde, soit de la jaune, pour relever le signal au niveau de la broche 14 du second CD 4017. Observons les signaux lorsque le potentiomètre est à sa valeur maximale. Dans cet exemple, le signal bleu représente l'entrée d'horloge du premier CD 4017. Aussi, j'ai zoomé les signaux afin de faciliter l'observation. Cependant, nous n'allons pas, cette fois, nous intéresser à la forme du signal, mais à sa fréquence. L'oscilloscope affiche une fréquence de 5 Hz. Avec la formule, nous avons trouvé une fréquence d'environ 4,5 Hz. Observons les signaux présents sur l'entrée d'horloge du second CD 4017. Ici, le signal jaune représente l'entrée d'horloge du second CD 4017. L'oscilloscope affiche une fréquence de 515 mHz. Avec la formule, nous avons trouvé une fréquence d'environ 450 mHz. Observons les signaux lorsque le potentiomètre est à sa valeur minimale et commençons avec l'entrée d'horloge du premier CD 4017. Ici, lorsque le potentiomètre est à sa valeur minimale, sa résistance vaut environ 0 ohm, diminuant la valeur de l'ensemble de résistances reliées à la broche 6 du NE555. Là aussi, j'ai zoomé les signaux afin de faciliter l'observation car on ne pourrait pas distinguer les changements d'état du signal. L'oscilloscope affiche une fréquence de 13,5 Hz. Avec la formule, nous avons trouvé une fréquence d'environ 12 Hz. Observons à présent les signaux présents sur le second CD 4017. Sur cette illustration, l'entrée d'horloge du second CD 4017 est représentée par le signal jaune. L'oscilloscope affiche une fréquence de 1,38 Hz.
Avec la formule, nous avons trouvé une fréquence d'environ 1,2 Hz. Au travers de ces illustrations, nous pouvons aisément observer la division par 10 du CD4017. Ajoutons à présent les LED rouges au circuit. Elles seront reliées aux sorties Q0 à Q9 du CD4017 que l'on vient de rajouter. Ce circuit intégré activant qu'une seule sortie à la fois, on n'aura besoin que d'une seule résistance de limitation. Ainsi, la valeur de cette résistance sera calculée à l'aide de cette formule. RLED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance à relier au LED, UOUT est la tension présente aux sorties du CD4017, ULED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant les LED. Concernant la tension présente aux sorties du circuit intégré, elle correspond à la tension d'alimentation, soit 9 volts. Pour ce qui est de la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'a affiché une valeur de 1,90 volts. L'intensité débitée par les sorties du circuit intégré est d'environ 2,6 mA maximum. Ainsi, c'est cette intensité qui traversera les LED. Appliquons la formule. RLED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. Donc 9 volts moins 1,90 volts, le tout divisé par 0,0026 ampères, soit 7,10 volts divisé par 0,0026 ampères, ce qui donne une valeur de la résistance à relier au LED d'environ 2730,8 ohms. Si comme moi vous utilisez des résistances d'une tolérance de 5%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 appartenant à cette tolérance, la valeur la plus proche de 2730,8 ohms est 2700 ohms, soit 2,7 kΩ. Si par contre vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96 appartenant à cette tolérance, la valeur la plus proche de 2730,8 ohms est 2740 ohms, soit 2,74 kΩ. Afin de comparer ces deux valeurs de résistance, modifions la formule précédente afin de vérifier l'intensité circulant dans les LED. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Utilisons cette formule avec la résistance de 2,7 kΩ à 5%. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 1,90 volts divisé par 2700 ohms, soit 7,1 volts divisé par 2700 ohms, ce qui donne une intensité circulant dans les LED d'environ 2,6 mA avec une résistance de 2,7 kΩ à 5%. À présent, utilisons cette formule avec la résistance de 2,74 kΩ à 1%. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 1,90 volts, le tout divisé par 2740 ohms, soit 7,1 volts divisé par 2740 ohms, ce qui donne une intensité circulant dans les LED d'environ 2,6 mA avec une résistance de 2,74 kΩ à 1%. Maintenant que nous avons défini la valeur de la résistance de limitation des LED, nous pouvons placer la résistance ainsi que les LED dans le circuit. Reprenons notre circuit. On commence par placer les LED rouges sur la partie droite de la platine. On relie toutes les cathodes, soit les broches courtes des LED, ensemble. À présent, relions les anodes, soit les longues broches des LED, aux sorties Q0 à Q9 du CD4017. Relions la résistance de 2,7 kΩ à la masse et il nous reste plus qu'à relier l'autre broche de celle-ci aux cathodes des LED.
Tout ceci étant réalisé, il ne reste plus qu'à placer le circuit sous tension. On peut observer que les LED rouges défilent de gauche à droite comme les LED bleus. Cependant, elles défilent selon une certaine séquence. En effet, les sorties du second CD 4017 ne s'incrémentent que lorsque la dernière LED bleue s'allume. On peut faire varier la vitesse de défilement en faisant tourner le potentiomètre. Aussi, on peut remettre les deux CD 4017 à 0 en appuyant sur le bouton poussoir. Nous arrivons au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons vu le fonctionnement ainsi que le montage de la seconde partie du chenillard. Dans la prochaine vidéo, je présenterai un autre composant. Afin de ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. J'espère que ce nouveau format, soit fonctionnement et montage, vous a plu. Si tel est le cas, vous pouvez me donner vos impressions en commentant et en likant. Pareillement, si vous préférez le format en 2 vidéos, soit une pour le fonctionnement et une pour le montage, faites-le moi savoir. En vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!